Ibrahim, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Mon cher Jacques, on s'intéresse à notre invité ce matin. Il m'a bien eu. Allez-y, madame. Notre invité est dans ce studio. Tu ne vas plus parler. Bonjour Ibrahim. Bonjour Ibrahim, bienvenue. Nous avons suivi les remous de ces derniers temps après que Abdourahmane Sano ait cédé la tête du FNDC. Non, mais malheureusement, c'est comme ça que le dossier RTG a été géré. Allez, merci beaucoup. Allez-y, madame Hiro. Vos micros sont fermés. Voilà. Alors, madame. Ibrahim, j'en parlais tout à l'heure. Nous avons suivi les différentes réactions de vos antennes, notamment surtout du côté de l'Abbé. Après la prise de la tête du FNDC par Founike Mengué, on se demande si réellement avec ces remous vous pourrez vous en sortir, parce qu'on suppose qu'il n'y a pas eu de concertation à la base. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que les antennes locales ont été touchées? Est-ce qu'elles ont contribué à faire en sorte que le témoin se passe dans les règles de l'art? Le témoin, je veux dire, la prise de la tête du FNDC par Founike Mengué. Alors, merci beaucoup. Vous savez, le FNDC, nous venons de très loin. Ouais. Le mouvement est né le 3 avril 2019. Il y a une plénière des membres statutaires qui se sont retrouvés pour désigner le coordinateur à la personne d'Abdourahmane Sano. Ouais. Par la suite, nous avons lancé un appel à tous les Guinéens, en Guinée et à l'international, de se retrouver pour constituer les coordinations préfectorales et les antennes à l'international du FNDC. Et nous sommes passés par la suite pour aller valider toutes ces antennes-là. Et vous avez constaté qu'en octobre, lorsque nous avons lancé un appel à manifester, nous avons été arrêtés, y compris le coordinateur. Et ensuite, le même process a été engagé. Founike Mengué a bénéficié de la confiance des membres statutaires de la plénière pour qu'il soit le coordinateur par intérim. Donc c'est le même process qui a été également utilisé pour désigner Founike Mengué comme étant le coordinateur du FNDC. En clair, je veux dire, c'est le FNDC, il y a 3 organes. Il y a le comité de pilotage, il y a la plénière qui est l'organe décisionnel, il y a la coordination nationale qui exécute les décisions de la plénière. Donc seule la plénière peut se prononcer sur la désignation d'un coordinateur. Et ça a été le cas? Ça a été le cas. Pourquoi ça crie alors? Oui, je crois que ça a été un manque de compréhension à la base, puisqu'il y a longtemps que je vous ai rappelé des jurisprudences tout à l'heure en la matière. Ça fait longtemps, c'est en octobre 2019. Donc, certainement, certaines antennes n'ont pas compris, y compris l'antenne de l'Abbé avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Ouais. Et je crois que le coordinateur élu, désigné Founike Mengué, dès après sa désignation, il a pris son téléphone, il a appelé tous les coordinateurs qui l'ont félicité. Ensuite, il a dit qu'il y a une mission qui doit aller à l'intérieur du pays à Conakry pour redynamiser les antennes, parce qu'il y a eu beaucoup de défections dans les antennes. Seule à la coordination nationale, il n'y a pas de défections. Donc vous êtes en train de nous dire que s'il y a eu une telle cacophonie, c'est parce qu'il y a eu un manque de communication, un manque de compréhension ou une incompréhension. Certainement, parce que on avait pensé que le process était déjà connu de tout le monde, parce que ça n'a pas crié quand Abdourahmane Sano a été désigné coordinateur. Non. Ça n'a pas crié quand Founike Mengué a été désigné coordinateur par intérim. On a pensé que, parce que nous avons une charte, donc on a pensé que tout le monde était déjà au courant. Alors pour avoir pris langue avec certains membres de la coordination de l'Abbé qui n'ont pas manqué de nous dire ou de me dire en off leur raison, il semblerait que Founike Mengué ne fait pas unanimité par là-bas à cause de son sécoutouréisme. Bon, je crois qu'au FNDC... Vous êtes au courant de ça? Oui, au FNDC, ce qui nous lie au FNDC, c'est le combat pour la démocratie et pour le 3e mandat. Chacun vient avec ses convictions personnelles. Mais vous comprenez, vous comprenez quand même les réactions. Non, nous comprenons les réactions et nous comprenons également l'intérêt que suscite le FNDC aujourd'hui. Les grandes gueules. International. Parce que vous avez vu, on a observé un temps de silence, un temps d'observation. On était en train de faire une retraite. Il y a quand même un problème dans votre démarche, même si vous nous apprenez que c'est la charte qui le dit. Déjà, de par la constitution du mouvement, ça part du sommet à la base. Oui. Et ça, à ma face, c'est un problème. C'est un mouvement de masse. Mais alors, si vous avez des antennes et que vous voulez choisir un coordinateur, ne trouviez-vous pas
plus logique de commencer à la base pour monter. que la base puisse n'est-ce pas, se prononcer. Peut-être qu'on pourrait, peut-être avec le débat ça, que Ibrahim, ça... si tu permets, pour faciliter la compréhension, qui compose la plénière? Il y a qui au sein de cette plénière? Merci beaucoup. Au sein de la plénière, il y a des organisations de la société civile membres du FNDC, il y a des syndicats également membres du FNDC, il y a des partis politiques membres du FNDC. Et tout le monde était là, présent. Votre reporter peut témoigner. Tout le monde était là et les gens, à l'unanimité, ont pris la décision de désigner. Donc tu es en train de nous dire... Maintenant, ce que Jacques vient de relever, nous sommes un mouvement de masse. Le FNDC est un état d'esprit. Nous n'avons pas la même organisation, le même fonctionnement qu'un parti politique. Vous n'avez pas de statut une juridique. organisation de la société civile. On n'a pas de statut juridique, exactement. Maintenant, puisque le débat là, ça a suscité beaucoup de débats, cette désignation, maintenant, ce que nous pouvons faire prochainement, c'est d'inviter les antennes à s'adresser à la coordination nationale à travers un mémorandum qu'on va partager aux autres antennes pour que peut-être prochainement, s'il doit y avoir le renouvellement de la coordination, et puis que ces appréhensions soient prises en compte. Bien, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, parce qu'il faut toucher à la plaie, c'est très important. Beaucoup d'informations remontent du côté de l'AB, qu'il y a une question de gros sous en ce qui concerne le FNDC. Cette tournée que vous avez fait récemment sur le continent, vous avez rencontré les chefs d'État, c'est très important. CEDEAO. La CEDEAO. On se pose des questions. Beaucoup de questions se posent. C'est ce que j'apprends du côté de... On va vous dire clairement des choses et puis vous allez réagir. Vous, donc au nombre de 3, Ibrahima Diallo, Sekou Koundouno et puis Foni Kemenge, vous avez entrepris une tournée dans la sous-région, financée, semble-t-il, par Oziwa, et puis d'autres informations disent que c'est peut-être grâce à la CEDEAO que vous avez obtenu, n'est-ce pas, ce moyen pour aller faire votre tournée, sauf que les antennes n'ont pas été informées, certains membres de la coordination n'ont pas non plus été informés. Vous allez nous dire ce matin c'est quoi la vérité, et puis on reviendra sur un projet que vous voulez aussi piloter, projet de suivi de la transition. Celui-là également, semble-t-il, c'est la CEDEAO qui serait en train de vous aider à avoir un financement de $700,000, semble-t-il. Autour de ça également, il n'y a aucune communication véritable de la coordination nationale que vous représentez. Est-ce des idées reçues? Ou alors, merci beaucoup. Ou alors Je il crois semblerait que ce voyage a été très rentable. Merci beaucoup. Je crois que sur ce plateau, il y a Madame Yero qui est là, qui est une activiste de la société civile guinéenne. Je crois qu'elle collabore avec Oshiwa déjà. Je crois qu'elle peut vous aider à avoir le numéro de Oshiwa. Vous appelez Oshiwa. Moi, j'ai déjà appelé. Alors, tu as reçu l'information. C'est normal. Donc, j'ai appelé mes sources là-bas, qui m'ont effectivement dit qu'ils n'ont jamais financé le FNDC. Voilà. Qu'ils ont financé quand même un documentaire de la structure de Sano, PQ, voilà, PQ, pour réaliser écrire sur le FNDC. Maintenant, par rapport à la mission dans la sous-région, je vais vous faire une révélation. Quand nous sommes arrivés en Guinée après l'exil, que nous avons été accueillis, tout ça, et par la suite, nous avons eu une rencontre avec le CNRD qui nous a convoqués à l'époque. C'était en fin septembre, 3 jours avant cette mission. On nous a envoyés dans une salle où nous étions entourés par les 10 membres des forces spéciales encagoulés avec des armes. Donc nous étions un nombre de 4, Fonike Mange, Koundouno, moi, Sanou, il y avait Bill aussi qui était là. Donc bon, nous avons considéré que l'atmosphère c'est normal parce que nous sommes dans une période de coup d'État. Et par la suite, tous les membres du CNRD sont venus, ils sont rentrés dans la salle, à l'exception du président qui était attendu. Après, tout le monde est ressorti encore. Ils ont demandé à quelqu'un de venir nous chercher, ceinturés par ces 10 membres de forces spéciales avec des armes. Ils nous ont conduits dans une salle à la présidence. Donc ici, on a attendu, entouré encore par ces hommes en armes. Il y a les membres du CNRD qui sont rentrés. Pas le président. Tous les autres sont rentrés. Il y a Sadiba qui a pris la parole, le chef d'état-major des armées, qui a dit au nom du CNRD, nous vous disons aujourd'hui stop au FNDC. Vous mettez fin au FNDC, il faut dissoudre le FNDC avec un ton menaçant. Donc, Sadiba, le chef d'état-major. Effectivement, actuel. voilà.
le colonel Amara a renchéri. Ouais. Ben là, la même chose. Donc, après ce ton menaçant, nous avons répondu également avec un ton menaçant, une réponse ferme et menaçante pour dire que le FNDC, c'est notre identité et pour nous, nous avons été tellement doux pour dire qu'on accompagne le CNRD pour une transition paisible, mais on ne peut pas s'aligner derrière le CNRD parce qu'ils ont dit clairement qu'ils ne veulent plus voir ici, à l'époque CNDD par-ci, Force Vive par-là, tout le monde s'est aligné derrière le CNRD, il faut qu'on s'aligne. Nous avons dit que notre combat n'est pas encore terminé, nous sommes en train de travailler pour accompagner la transition à notre manière à travers le suivi et la veille. Donc après cet incident malheureux, si ce n'est pas sorti par la presse, certainement c'est parce que les réponses n'ont pas été sages. De notre côté, on n'a pas capitulé. Donc par la suite, nous avons estimé qu'il fallait aller à l'international pour aller rencontrer les organisations de la société civile pour nous avoir des supports, pour nous entourer d'une ceinture de sécurité, tout de moins parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous allons jouer notre rôle. Voilà l'idée de la mission. Et puis quand nous sommes arrivés là-bas, on a eu des carnets d'adresses qui nous a permis de faire le tour de la sous-région. Je rappelle, par rapport au financement des missions, nous sommes tous des responsables des organisations de la société civile ici. Moi, j'ai rencontré 7 chefs d'État avant cette tournée-là. J'ai rencontré en 2017 le président qui est décédé là à Bamako. J'ai rencontré également François Hollande. Et ensuite, quand à Niamey, en octobre 2019, j'ai rencontré à ma demande 5 chefs d'État, Moussa Moïse, il peut témoigner, il était là. Il était parti, Nous avons échangé. Donc je ne vois pas c'est pas là le problème. Alors, pour vous, si on fouille un petit peu et qu'on touche la plaie, parce que c'est ce que nous essayons de faire ce matin, est-ce qu'on peut dire que le CNRD, vous dérangez le CNRD sans langue de bois? Bon, je crois que cette rencontre a prouvé à suffisance qu'on dérange le CNRD. Cette rencontre a prouvé à suffisance parce que je ne vois pas... le CNRD serait la main noire pour déstabiliser le CNRD, le FNDC? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que les antennes sont financées. Allons droit au but. Je n'irai pas jusqu'à dire... Je ne peux pas comprendre que les antennes locales remontent les informations aux journalistes, chacun a ses infos, et dire il y aura des frustrations. Enfin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le CNRD, aujourd'hui, peut être en train de dérouter et que vous serrez, je veux dire, cette organisation qui peut mettre encore le CNRD au pas? Nous avons décidé de rester là, de faire la veille et le suivi de cette transition pour que la transition marche. C'est pourquoi nous avons refusé d'entrer dans le gouvernement. Il y a eu des propositions? Bien sûr, bien entendu. Alors justement, puisque vous parlez de propositions, vous parlez de propositions. 2 questions sur cet élan. C'est que la première, nous apprenons qu'il y aurait eu justement une rencontre où on vous aurait proposé la tête du CNT et que le FNDC était preneur. Et après... Sano aurait dit qu'il serait intéressé par aucun poste. Non, c'est pas Sano. Sano n'a pas rencontré. Voilà, on parle de Foulké Mengue, je crois. Effectivement, il y a eu des discussions au plus haut niveau où, après l'épisode du gouvernement, ça, c'est à notre retour de mission. Donc, parce que la mission a suscité beaucoup... Après l'incident là, la mission a suscité beaucoup d'émotions. Et tout le monde savait que là, le FNDC, nous sommes là. Et que nous avons une ceinture de sécurité également autour de nous. C'est normal, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu ne penses pas... Maintenant nous avons été reçus au plus haut niveau pour dire en quoi nous serons utiles pour les prochaines les organes de la transition. Nous avons parlé du CNT, mais occuper la tête du CNT et avoir 10 membres. Donc, ceux qui nous ont reçus ont dit « Ok, nous vous revenons ». Donc, c'est quand nous avons appris le décret de nomination des membres du CNT, bien, nous avons pris acte. Le président, il a le pouvoir de décret. Il a le pouvoir de nommer qui il veut. S'il a nommé qui il veut, c'est qu'il est prêt à assumer également les conséquences de cette nomination, c'est tout. Alors, la question... Pourquoi moi je vous pose cette question? Parce que j'ai échangé avec certaines antennes qui vous accusent de vous-même de refuser d'aller dans le gouvernement parce que les gens s'attendaient à une récompense. Le gouvernement a refusé, ça c'est clair. Voilà, vous avez refusé. Vous avez refusé. Alors, oui, ça c'est clair. Les antennes disent pourquoi ils ne le disent pas ouvertement, parce qu'on parle de la nomination de Foulké Mengue, mais moi j'ai compris, le problème il est ailleurs. Parce que tout simplement, on estimait que vous auriez dû accepter d'être dans le gouvernement et de tirer les autres. C'est vrai. Que vous aurez refusé. Ça, c'est vrai, nous avons reçu. Deuxième chose, j'ai vu quand même une chose qui m'a interpellé, c'est le mémorandum
que ces antennes vous ont adressé, les 5 antennes de Conakry. Lamine, dans ce mémo, je suis quand même très étonné de voir un passage ici, parce que je pense que lorsqu'on se bat pour la démocratie, on n'attend rien. Vous le faites pour votre pays. Et l'article 6, ils disent le remplacement de toute la gestion étatique à la base, chef secteur, chef de quartier, conseillers communaux et autres, par les membres du FNDC. Ça, ce sont vos enquêtes qui vous demandent de porter cette voix pour qu'eux, ils remplacent les maires, les chefs de quartier et les chefs secteurs. Oui, comment comprendre cela? Effectivement, on a reçu... ça veut dire que vous ne parlez pas le même langage que la base. On a reçu une délégation de ces antennes. C'est Sano qui avait présidé cette réunion. Nous avons été très clairs. On dit, pour nous, le combat, en temps normal, si le combat était terminé, il n'y a pas... On est sûr que les choses vont bien se passer. Il n'y a pas de problème. C'est une demande légitime. Mais du moment où le FNDC, la coordination a décidé de poursuivre le combat, c'est pourquoi nous avons refusé de rentrer dans le gouvernement. À ce moment, nous considérons que nous devons tous resserrer les rangs pour continuer le combat. On ne peut pas prendre une liste pour aller donner au CNRD. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le FNDC sera là encore pour faire la veille? Non, pas du tout. Donc, en fait, vous êtes un contre-pouvoir. Excuse-moi, Djadja. Vous avez adopté une position de contre-pouvoir, ce qui est dans une démocratie une excellente chose. Ce qui me choque, moi, je vais vous dire tout de suite, ce qui me choque, c'est que le CNRD n'ait pas compris que vous pouviez être un allié plutôt qu'un ennemi dans ce processus, dans ce processus de transition. Mais ce qui me choque encore plus, et ça, c'est très guinéen, c'est-à-dire que dès qu'une organisation comme la vôtre, dont on a besoin dans ce pays, refuse de rentrer dans un gouvernement, parce que on dit c'est pas normal. Mais il y a aujourd'hui une jeunesse, je vous l'apprends, comme eux, qui sont capables de refuser des postes. Qui sont capables de refuser des postes de responsabilité. Moi, j'ai une question. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez clairement que le CNRD est sur la bonne voie ou sur une pente glissante? Nous pensons que la transition à date ne se passe pas encore bien. Nous pensons que le CNRD doit fournir beaucoup d'efforts avec le gouvernement, notamment dans le cadre de la mise en place d'un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes. Parce qu'en fait, la transition, c'est une période d'exception. Vous avez des autorités qui sont là, qui ne sont pas élues. Donc, quand c'est comme ça, vous invitez toutes les forces vives de la nation, vous mettez en place un cadre de dialogue pour que les orientations soient définies par toutes les parties. C'est un consensus qui doit... Exactement, c'est un consensus qui doit être la base fondamentale de la gouvernance en période d'exception. C'est pourquoi nous sollicitons du CNRD de tout mettre en œuvre pour mettre en place un cadre de dialogue pour que toutes les parties se retrouvent pour décider du sort du pays. Mais si un seul acteur décide du sort du pays, les conséquences seront fatales si ça ne se passera pas bien. Bien. Ibrahim Diallo, directeur des opérations de FNDC, notre invité ce matin sur les GG. Sur le projet du suivi de la transition et les $700 000, dites-nous-en un peu plus. Ça va comporter quoi? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de projet en vue? Non, il n'y a pas de financement. Ça, c'est l'orientation du FNDC. Nous avons décidé de rester comme une force contre-pouvoir et de pouvoir suivre la transition. Les jours à venir, nous allons nous battre pour mettre en place un cadre indépendant de suivi de la transition. Mais ça n'existe pas. On ne peut pas financer le FNDC. Aucune institution nationale et internationale ne peut s'ajarder de financer un mouvement de contestation. C'est pas possible. Mais comment vous vivez alors, Ibrahim? Alors, nous avons... merci beaucoup. Ça, c'est la question est tellement légitime qu'elle accroche celle que Mdiba soulevait par rapport au mémorandum de la base. Le mémorandum de la base dit de vous être les privilégiés du FNDC. Mais attends, c'est-à-dire que vous bénéficiez des voyages, vous êtes les affichés. Et quand Attends, Ahmed, permets-moi de continuer. Et lorsque le combat doit être mené sur le terrain, c'est eux la base et vous peut-être avec eux, mais eux ils sont plus comme les chairs à canon et que vous en haut vous en profitez. Je crois que les membres de la coordination sont très humbles, ont eu une grande humilité et ça j'ai beaucoup apprécié ça. Auprès de mes collègues. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Kémo Mali Fofana avec nous. Kémo Mali Fofana, il est coordinateur donc de FNDC du côté de Kindia. Bonjour.
Bonjour Lamine, bonjour à tous vos millions de téléspectateurs qui vous suivent un peu partout dans le monde. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Hier, Ibrahim Diallo était dans nos murs, il était notre invité. Absolument. Beaucoup de choses se sont dites dans cette émission, vous avez écouté forcément. Oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe au FNDC? Voilà, pratiquement ce qui se passe au FNDC aujourd'hui, c'est une totale déception. Déception. On peut aller jusqu'à employer l'expression ou le vocable trahison. Ah ouais? Oui. De la part de qui? Des responsables? Nommez-les. De tous les responsables. Ibrahim, vous savez, lorsque vous avez... Mais Roby, laisse-le parler. Non, mais il faut nommer. Roby, il faut situer les responsabilités. Roby, lorsque vous avez cru à un combat, lorsque vous vous êtes engagé inconditionnellement dans un combat, lorsque vous avez mis même votre carrière professionnelle en jeu pour un combat, lorsque vous avez refusé beaucoup de propositions, tout un panorama de propositions concrètes pour un combat, et lorsque vous avez engagé des jeunes, des adolescents, des vieux, des vieilles personnes dans un combat qui ont cru en vous, vous devez accepter de continuer à continuer sur le chemin de l'esprit du combat. Oui. Vous savez, l'esprit du combat du FNDC. Le FNDC, c'est un état d'esprit, on l'a toujours répété. Absolument. Voilà. L'esprit du combat. Qu'est-ce qui vous frustre? Beaucoup de choses. D'abord, la toute première des choses, après l'événement qui a abouti au 5 septembre, on a constaté à voir quelques irrégularités par le biais du Bureau national qui faisait des démarches de façon unilatérale. La toute première démarche, on a appris, comme vous autres, à travers les réseaux, les réseaux sociaux, que les membres du Bureau national ont entamé une tournée à l'international et sans, à l'époque, le coordinateur national. Il y avait le camarade Oumar Silla, alias Fonike Mengue, il y avait Sekou Kounduno, Ibrahim Diallo, qui sont partis représenter tout le FNDC. Sans normal, que je ne dis pas que c'est anormal, mais la démarche, au départ, elle a été biaisée. C'est-à-dire dans le sens où les coordinateurs d'antenne dans les différentes régions. Moi, je suis le coordinateur régional du FNDC. À Kindia. À Kindia. Il y a les coordinateurs au niveau de la préfecture. Il y a même les antennes qui sont représentées dans les sous-préfectures et même dans les districts. Donc, on ne vous a pas associé. On vous a pas associé. On n'a été ni informé, la plus forte raison être associé. Donc, on a appris sur les réseaux sociaux, c'est à travers les publications qu'ils ont entamé une démarche. Ils ont fait beaucoup de pays, 3 à 4 pays, avant que Sekou Kounduno, parce que c'est lui, en réalité, qui gère les antennes qui sont à l'intérieur. Les antennes de Conakry sont gérées par Fonike Mengue. Donc, Sekou Kounduno a envoyé le lien, parce que c'est à partir du 20 octobre, imaginez, après, depuis le 5 septembre, c'est le 20 octobre. Le 6, j'ai parlé avec Kounduno à travers un message. Donc, pour dire le combat a abouti, nous en sommes fiers. Donc, il m'a répondu le lendemain, le 6, il me dit bonjour. Donc, depuis ça, sauf le 20 octobre, qu'on a reçu un lien, qu'il y a une réunion qui doit se tenir sur Zoom. Donc, une réunion dans laquelle ils vont nous expliquer les nouvelles démarches ou les nouvelles orientations. Mais la réunion n'a pas eu lieu le 20. Le 23 encore, il a envoyé un autre lien. Ça n'avait pas eu lieu. Il a fallu attendre encore quelques jours pour recevoir un autre lien. Et la réunion avait eu lieu cette fois-ci entre seulement les antennes qui sont au niveau des régions, c'est-à-dire les antennes de l'intérieur. Donc, dans cette réunion, la première question qui a été posée, c'était pour expliquer les différentes démarches du FNDC auprès des chefs d'État ouest-africains. Donc, ils nous ont Kounduno a expliqué que bon, c'est une tournée pour aller prendre contact physiquement. Et ça, c'est une démarche que personne, aucune société civile en Afrique de l'Ouest n'a réussi à le faire. Si le FNDC le fait, ce n'était pas mauvais. L'esprit déjà n'est pas une mauvaise chose. Mais du fait d'aller rencontrer, parler au nom du FNDC, sans le coordinateur national Abdourahmane Sano, et en plus, sans que nous soyons informés. Oui, non, mais attendez, vous réduisez cette problématique à une problème de personne. Non, attendez, j'ai deux questions d'abord. D'abord, dans une lutte telle que... Deux secondes. Je voulais qu'il était son premier propos. Donne-moi 2 secondes, Tamba. Dans une lutte telle que celle-ci, il y a effectivement forcément des figures qui émergent. Kounduno, Diallo, etc. Ces figures-là sont représentatifs de la force du combat que vous avez mené. Vous avez utilisé un mot quand même qui est très fort, trahison. En quoi, je ne vois pas en quoi ils ont trahi la cause
pour le fait d'avoir été dans la sous-région, rencontrer les chefs d'État. Deuxièmement, j'ai une question plus générale. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un problème dans un mouvement aussi noble que celui-ci, les choses doivent être mises sur la place publique? Pourquoi vous ne réglez pas ça en interne? Il n'y a pas besoin de faire un énorme tapage pour régler ces petites frictions entre vous. Le manque d'information crée la confusion. Pour vous répondre, je tiens à vous dire qu'on a tenté beaucoup de démarches à l'interne. Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à la place publique, c'est parce qu'à l'interne, déjà, beaucoup de démarches ont été menées et ces démarches n'ont pas abouti à quelque chose. Moi, personnellement, lorsque tout cela s'est passé, si vous m'avez accepté de continuer, certainement au bout de mes idées, vous allez comprendre que le mot trahison a toute sa place, a tout son pesant d'or. Parce que quand Koundouno nous a dit cela, il y a des questions qu'il faille se poser. La toute première, on s'est demandé qui finance ce voyage. C'était la première interrogation qu'on s'est posée. Oui. Deuxièmement, dans ce voyage, ils vont pour aller dire quoi à ces différents chefs d'État? Les grandes gueules. On s'est posé ça. Et puis troisièmement, on a dit, aidez-nous à avoir les nouveaux éléments de langage à travers lesquels nous allons nous apaisantir pour encore remobiliser la base. Le combat du FNDC, beaucoup disent que le FNDC doit disparaître. Ils oublient déjà que le FNDC doit exister pour toujours. Parce que les constitutions existent éternellement. Et c'est l'intention d'aucun président qui viendra aussi après le colonel Mamadi Doumbouya. Quelqu'un aussi peut venir tenter les mêmes démarches. Vous avez posé des questions, vous n'avez pas de réponse. Oui, quand on a posé, pour avoir les nouveaux éléments de langage, Koundouno nous a dit, d'abord on a dit, on veut que tous les coordinateurs se retrouvent à Conakry. Et quand ils se retrouvent à Conakry, ils vont non seulement se connaître, imaginez, vous menez 2 ans, près de 2 ans de combat avec les gens sans que vous ne vous connaissiez physiquement, on ne se connaît pas. Donc on a posé ça. Koundouno, personnellement, je n'étais pas dans le nominaire, mais il serait obligé d'aller droit au but. Il a dit que lui, il n'a pas l'argent dans les poches, généralement pour faire venir les coordinateurs de l'intérieur, que c'est lui qui finance, il prend dans sa poche pour le faire. Alors que le FNDC a un compte. Pourquoi un individu peut mettre les mains dans les poches? Ce n'est pas mauvais de le faire. Mais s'il y a déjà un compte, il dit au coordinateur de l'intérieur, nous personnellement, on ne savait pas si le FNDC avait un compte. On a été surpris, moi c'est après mon accident, quand les coordinateurs de Conakry sont venus me rendre visite et au cours de nos entretiens, ils m'ont fait comprendre que les coordinateurs sont venus vous rendre visite. Oui, les coordinateurs. Mais vous ne connaissez pas en fait. On ne se connaît pas physiquement, ils ont appris. Voilà. Le FNDC, moi vous allez m'expliquer concrètement. Enfin, il y avait un détail rapide. Donc je vais les grandes gueules. Vous avez dit qu'ils ont fait la tournée sans le coordinateur national. Oui. Sano. Est-ce que Sano, au moins, était au courant? Est-ce qu'il avait donné son aval? Parce que ce n'est pas d'aller le problème, mais est-ce qu'il a avalisé la tournée? C'est la question première. Oui, absolument. Il me serait difficile de répondre à cette question dans la mesure où, moi, personnellement, je n'ai pas échangé avec le coordinateur national sur le sujet. Voilà. Donc on ne peut pas en déduire d'emblée, en tout cas sur le cas Sano, on ne peut pas en déduire d'emblée que vous avez été, qu'il a été bypassé. Ça, c'est une première chose. La deuxième question, permets-moi, si tu permets. Tu nous apprends que le FNDC a un compte. Mais tout le monde sait que le FNDC n'a pas d'existence légale. Comment on crée un compte d'entité quand on n'a pas d'existence légale? On n'a pas d'agrément. Oui, absolument. Ça, c'est pas possible. Les grandes gueules. Comme vous l'avez dit, je parle de quel compte en réalité? Vous savez, lorsque nous étions à un moment donné dans notre combat, il était très rude de faire face à tous les problèmes et tous les besoins qui se posaient. Du coup, le FNDC a lancé un appel auprès des antennes de l'extérieur. Parce qu'eux, ils sont à l'international. Et nous sommes sur le terrain. Donc, il y a des antennes qui ont décidé de mettre les mains dans les poches pour pouvoir nous venir au secours. Venir au secours, l'argent qu'on donnait, c'était pour beaucoup de choses. Il y a des blessés parmi nous. Quand vous sortez dans les manifestations, moi, personnellement, lors des élections du 22 novembre, je sais combien de blessés qu'India a enregistré certainement à travers votre correspondant. Vous pouvez aussi voir les images. Donc, on envoyait l'argent pour que les blessés soient pris en charge. Deuxièmement, on envoyait l'argent pour que les besoins, ce qu'on appelle le fonctionnement du FNDC, puissent en réalité être dérogés. Oui, mais ça sont des dépenses courantes. Oui, je comprends. C'est pas quelque chose de déposé. J'en viens. Alors dites-moi, parce que le temps, il nous presse toujours, mais je veux savoir, est-ce que le compte dont vous parlez, c'est finalement cette cagnotte qui a été mobilisée et qui, il faut le dire pour les Guinéens, parce qu'il y a pas mal de spéculations autour, l'argent n'a jamais été touché d'après les informations que nous avons. Hier, on a posé la question. Date, l'argent n'a pas été touché. Tamba, c'est vous qui m'apprenez. Je vous le dis. Mais Ibrahim, quand je dis,
on n'était pas, nous les coordinateurs de l'intérieur, on n'était même pas informés. Oui, hier, on a posé la question à Ibrahim ici et il a dit que l'argent n'a pas été touché. C'est ce que je vous dis. Je n'étais même pas informé de l'existence de l'argent en question. Je n'étais pas informé en tant que coordinateur régional. Écoutez, quand on a parlé avec Koundouno nous a dit qu'on n'a rien. Absolument rien. Et c'est quand nous sommes, par exemple, nous sommes entretenus avec les coordinateurs de l'intérieur et les coordinateurs du Conakry, ils nous ont appris qu'il y a une somme, un montant de 41 000 $ qui se trouverait gardé quelque part. Voilà, donc c'est ici, moi j'ai appris que nous avons, qu'il y a cet argent, 41 000 $ quelque part. Les grandes Kémon Mali Fofana, il faut le rappeler, elle est le coordinateur de FNDC du côté de Kindia. Il est avec nous ce matin. Le temps pour le réalisateur de joindre également Al-Habibba, lui il est coordinateur donc de FNDC du côté de l'Abbé. Ils vont intervenir dans un instant. Allez-y Jacques Lewaleno. Il y a également des questions que vous soulevez par rapport à l'élection du bureau, donc de Fonike Mengue à la tête de cette structure finalement. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'avez pas été associé. Sauf que l'explication que Diallo a donnée hier, c'est de dire ce n'est pas aux antennes de décider, c'est des fêtières, c'est des organisations de la société civile qui se rassemblent et qui étaient représentées à cette plénière qui ont décidé que Abdourahmane Sado cède la place donc à Fonike Mengue. Est-ce que au départ vous aviez quand même compris que le FNDC devrait fonctionner comme ça? C'est de la pure diversion, si vous permettez. Depuis que le FNDC a existé, quand il y a une plénière, il y a un groupe de fonctionnement interne où on envoie la maquette. C'est-à-dire tout le monde est informé instantanément. Tous les coordinateurs voient. En temps réel. En temps réel. Pour dire qu'il y a la plénière tel jour. Et c'est la question de parler de cela. Donc cette fois-ci, pourquoi les gens n'acceptent pas de la manière dont les choses se sont passées. Si vous regardez Fonike, nous savons que c'est quelqu'un qui s'est battu bec et ongle pour le combat. Vous ne doutez pas de sa moralité. On ne doute pas personnellement de toutes les œuvres, tous ces sacrifices qu'il a eu à consentir personnellement pour ce combat. C'est une icône, une figure emblématique pour beaucoup d'entre nous. Les grandes gueules. Mais le problème n'est pas la personne de Fonike. C'est qui le problème? Le problème, c'est du fait de changer. Allons droit au but. Si vous permettez. Tu ne le fais pas à moi, Mali. Voilà. Allons droit au but. C'est qui le problème? Le problème Fonike est pris en otage par un clan. Quel clan? Non, mais vous le savez. Non, mais comment ça on sait? On ne peut pas deviner, nous. Non, Lamine. Non, mais va droit au but, mon cher ami. Soit tu as des couilles, soit tu n'en as pas. Je suis désolé. Lamine, oui. Quand on est général du FNDC, on n'a peur de rien. Vous le savez. Vas-y, mon grand. C'est ce que je veux dire. C'est Fonike c'est qui le problème? Le véritable problème du FNDC, c'est Sékou Koundouno. Je ne vais pas vous cacher. Ah, ben voilà. Vous savez pourquoi c'est Sékou Koundouno? Non. Là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes informé qu'il y a une autre conférence de presse qui doit encore se tenir à la maison de la presse de Kipé? Un groupe d'individus qu'on a rassemblés qui doivent encore venir parler au nom des coordinations pour dire... En quoi Sékou est le problème? Voilà, en quoi il est le problème. Je vais vous le dire. Lorsque les coordinateurs de Conakry et ceux de l'intérieur avaient décidé de se rencontrer, de se retrouver, il était question de contacter tous les coordinateurs. Et moi, personnellement, quand ils se sont rencontrés à Koya, j'étais informé. Mais l'état de mon pied ne me permettait pas d'y être. Koundouno m'a appelé. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie le lien de cette rencontre pour me dire, est-ce que tu es au courant? C'est un groupe de personnes qui se lèvent pour parler de ceci ou parler de cela. Donc, il m'envoie le lien. Il me dit de me passer le numéro, un contact d'un journaliste dont je me réserve de donner le nom du site, d'appeler la personne en question pour dire que nous ne sommes pas d'accord et que c'est un groupe qui est en train de faire et qu'India n'est pas associé à cela. J'ai dit à Koundouno, j'ai dit ce que tu dois faire, essaye de rencontrer tout le monde parce que c'est toi qui nous gères. Il faut nous appeler. Mais c'est que je vous dis. C'est que je vous dis, j'ai des preuves. J'ai des preuves là où je suis. Je le sais. J'ai le lien avec moi ici et dans mon téléphone. Alors, je voudrais qu'on s'accorde un peu. Moi, je vous écoute. Et il y a des éléments, et là, il faut admettre, il y a des éléments qui tiennent la route dans ce qu'il est en train de dire.
Lamine, on parle d'une coordination. Mais non, mais je suis d'accord. La signification, c'est qu'à l'intérieur, il ne faut pas qu'il tourne autour du pot. À l'intérieur, il y a des entités. Parce que c'est grave. Alors, quand on parle de trahison, quand même. Il tourne pas, il a donné un nom. Je veux terminer en disant, allez-y, Tamba. Kemo, sur la contribution, vous n'avez pas, votre raisonnement ne tient pas la route. Parce que c'est une information publique. Nous avons tous ce lien. Je vous présente ce qui est là. Avec tous les contributeurs, c'est un montant de 40 171 $. C'est une cagnotte. Qui existe, c'est une cagnotte. Et c'est 261 donateurs. Avec des fédérations et c'est public. Même nos journalistes y avons accès. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ça contre ces éléments-là. Maintenant, sur la question de Jacques, est-ce que vous, coordinateur de fédération, d'entité, d'antenne régionale, est-ce que vous avez par exemple été informé de la tenue d'une rencontre au terme de laquelle il serait procédé à la désignation d'un nouveau coordinateur du mouvement? Et c'est ce qu'on veut vous entendre. Oui, c'est ce que finalement. je vous ai dit. J'ai dit, je n'ai jamais été informé ni associé de cette décision qui a été prise de façon unilatérale. On a appris sur les réseaux sociaux, je vous informe, que c'est un membre du FNDC qui m'a envoyé un lien du message d'une page Fouta TV qui expliquait que désormais c'est Fonike qui prend les rênes. Et ça, ce n'est pas normal. Et on n'était pas informé. Et ça, ce n'est pas normal. Pour revenir sur la question du compte dont vous parlez, au FNDC, c'est pas un tous compte. dit. Voilà, une cagnotte plutôt. Voilà. Je vous dis que je ne suis pas. Quand je vous dis que je ne suis pas informé, c'est sincère. Non, mais c'est important ce qu'il est en train de dire. Quand je dis une coordination. Quand je dis que je ne suis pas informé, je ne suis pas informé. Absolument. Même si c'est un compte public, l'information ne devait pas être. On ne devait pas apprendre cela à travers sur la toile. Non, mais c'est clair. Eux-mêmes, ils devaient nous dire qu'il y a tel, il y a tel, il y a tel. Mais personnellement, on n'a pas été informé et c'est ça la vérité. Heureusement que là. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On revient évidemment, on a écouté cette enquête de Diba Milimono, peut-être voilà. Oui, justement. Complément d'information. Voilà, complément d'info, il faut juste préciser que le chiffre que j'ai donné, ce que l'État le doit aujourd'hui, les 28 milliards 319 millions 181 977, ça c'est au compte des transactions commerciales et financières entre le groupe Futurelec et l'État guinéen à l'époque, c'est-à-dire l'armement, les voitures qu'il vendait à l'État guinéen, des équipements pour le gouvernement, la Banque centrale. Et maintenant, sur ce qu'il doit aujourd'hui à la Banque centrale, Tamba va prendre tout à l'heure la parole. Les 28 milliards, ça ce sont les transactions commerciales qu'il devait à l'État dans les transactions de l'arbitre. Quand vous partez au restaurant, on dit juste une entrée. Voilà, donc ça ce sont les transactions commerciales et financières. Maintenant, les opérations financières effectuées par le président du groupe à la BCRG, parce que l'État s'était engagé à effacer ces dettes-là en les prenant en charge. Mais ça n'a pas été fait. Donc Mamatila doit des millions et des millions à la BCRG. Tamba va prendre tout à l'heure la parole sur ce volet-là. Maintenant, je dis quelque chose pour finir rapidement. Sur les 19 millions de dollars que l'État lui doit, il y a eu quand même dans l'échéancier des propositions qui ont été faites à l'époque. Alors pour l'échelonnement du reliquat du paiement, c'était d'abord 13 794 619 dollars que l'État devait payer, d'abord en 2008. Ensuite, en 2009, l'État s'était engagé à payer les 6 897 310 dollars le 1er avril 2009. Et pour le dernier paiement, c'était 6 897 dollars échéancier le 2 janvier 2010. Alors voilà comment ça a été échelonné, mais sauf que l'État aussi à son niveau n'a pas respecté du tout l'échelonnement, donc les 19 millions n'ont pas été payés. Voilà, la suite donc de cette enquête avec vous, mon cher Tamba Zakari Milimono. Qu'est-ce que vous en saviez, mon cher ami? Un tout petit peu de choses et que je souhaite partager ici. Vous vous rappelez, quand ça a commencé, je disais... il y a quand même beaucoup de choses sur Mamadou Sylla, des choses qui sont à la fois publiques, mais aussi privées. Les questions privées, je ne mettrai pas ma bouche dedans. Je vais rester sur les questions qui nous concernent, qui concernent les Guinéens. Alors, Lamine, pour commencer, une observation. Sur tous les audits que vous allez lire, tous les rapports d'audit que vous allez lire, vous allez voir que tous sont d'accord au moins sur une chose, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ok, donc il n'y avait pas d'appel d'offres ouvert. Même gré à gré est petit. Vous allez voir. Les grandes gueules. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Donc ouvert pour quiconque voudrait soumissionner pour un tel marché, un marché de fourniture d'âme. C'est les années 2000, sous Lansana Conté. Première chose. Il n'y a même pas eu de consultation restreinte. Parce que même le gré à gré obéit à une démarche. Il n'y a pas eu cela. Mamadou Sylla
a affirmé sur la base de plusieurs rapports d'audit qu'on a pu lire que c'est verbalement que le président lui a dit « aide-moi, fournis-moi des armes ». Fournis-moi des armes. Alors, je disais que c'est quand même un homme puissant, hein. Ça c'est important de le dire, parce qu'il a fait à l'État l'obligation de faire des audits, de refaire les audits, d'en faire encore. Finalement, quand vous lisez, vous êtes presque perdu à la fin. Il faut suivre avec beaucoup de munitions pour ne pas se perdre dans ce jeu. Au moins 4 audits. Ouais. Si l'on rajoute le premier travail de celui qui a finalement été ministre de l'économie et des finances, ça en fait 5. 5 audits. 5 audits. Ouais. Un premier travail a été donc fait. Ça, c'est depuis 2002. Par le ministre de l'économie et des finances. À l'époque, il n'en était pas un, mais ministre de l'économie et des finances, Kerfa Layansane, qui l'incriminait, c'était en 2002. Ouais. Alors, il a argué que les principales informations sur lesquelles le ministre s'est appuyé pour faire ce travail ne reposaient que sur les informations fournies par l'administration et pas par lui. Oui. Et donc, il a rejeté ce travail d'audit. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez voir que les cabinets d'audit FFA, le cabinet d'audit Guinée Audit et Ernest Young, FFA et Ernest Young, vont se mobiliser pour faire ce travail, deuxième audit. Là encore, il n'est pas d'accord. Là où finalement, vous allez voir ce qui dérange, il y a une sorte de groupement d'intérêt économique qui se crée entre auditeurs, et là, il s'accorde que cette fois-ci, toutes les parties vont se plier aux résultats de ces audits. Il nous écoute certainement et il sait ce qu'il en est. Il s'engage donc, lui, au compte de Futurelec Group, d'accepter les résultats qui sortiront de ce groupement d'intérêt économique. Les audits sont, j'ai envie de dire, sont convenus d'accord partis pour choisir qui va être auditeur. Et c'est sur la base de ce travail que les audits finalement ont été réalisés. Sinon, si vous prenez les audits principaux, 2002, 2004, 2006, 2009 pratiquement, il y a eu des audits sur le même dossier. Ouais. Que reproche-t-on finalement sur la base de ce dernier audit? Je vais commencer avec ça, et puis on ira sur les autres éléments. Au terme de cet audit, donc, notamment c'est FFA Ernest Young, dans le cadre de ce groupement d'intérêt économique, ils ont travaillé et voici les résultats qui en sortent. Diba est revenu sur le chiffre des un peu plus 28 milliards de francs guinéens que Mamadou Sylla devrait à l'État guinéen. Premier chiffre. Finalement, l'État guinéen devra à Futurelec, au terme du travail, de 22 671 946 dollars américains. Donc 22 millions et quelques dollars américains, c'est ce que l'État guinéen devrait à Futurelec au terme de cet audit, sur lequel on a dit, cette fois-ci, les résultats de l'audit, nous les accepterons, chaque partie s'y pliera. Alors, et puis, il y a quand même le solde que Futurelec Group reste devoir à l'État guinéen. En dollars, c'est 19 millions au moins. Donc 19 698 564 dollars. En francs guinéens, c'est 19 698 564 679 francs guinéens. En dollars, c'est 18 191 745 dollars. Et puis en euros, c'est 4 30 540 euros. C'est ce que, d'après le résultat de cet audit-là, Futurelec Group et donc Mamadou Sylla doit à l'État guinéen. Vous voyez très bien qu'il y a beaucoup d'argent qu'il reste devoir à l'État guinéen. Tu vois sur la base, les 2 millions d'euros, c'est juste la mise en bouche. Sur la base d'un audit, où Mamadou Sylla dit très clairement, avec toutes les autres parties, toutes les parties sont obligées de se plier cette fois au verdict de ce dernier audit. Lamine, qu'est-ce qu'il va faire? Quand cet audit sort, il va refuser de payer. Et donc, il va assigner l'État en justice. Mamadou Sylla. Oui. Il sera débouté en première instance. Et ça, c'est important de le dire. Il sera débouté en première instance. Deuxièmement, il va en appel. Là encore, Mamadou Sylla est débouté. Pour quelle raison? Parce que moi, je suis allé au-delà de lui. J'ai quand même discuté avec un des tenanciers du cabinet d'audit Guinée Audit au téléphone et qui a confirmé ces informations. L'avocat à l'époque de l'État, tenez-vous bien, c'est bien Maître Zobelemu,
le professeur constitutionnel là. Voilà, donc c'était lui l'avocat. Et qui, d'après les informations qu'on a réussi à collecter, c'est que il a été débouté en appel parce qu'en appel, il souhaitait introduire, verser donc au dossier un nouveau papier comme un justif des dépenses que vous allez voir un peu plus loin. D'ailleurs, je reviens là-dessus avec le témoignage des différents concernés et vous allez voir ce qu'il en est. C'est scandaleux ce qui est en train de se passer. À l'époque, Soulan Sanakonté, malheureusement, il n'est plus là. On voudra raconter n'importe quoi sur lui parce que je rappelle que c'est en 2000 que ça arrive et c'est en 2008 qu'on veut se faire payer. Vous voyez bien ce qu'il en est. Ouais. Voilà. Et donc, surtout, c'est les transactions sur 2000-2005. Voilà, vous voyez un peu la grandes gueules. Et donc, le dossier qu'il aurait voulu compléter à l'époque, nous apprend-on, a été refusé par la justice guinéenne. On dit, mais c'est pas un dossier qui tient la route. On ne peut pas le verser au dossier comme pièce justificative des montants qui ont été déboursés. Là, donc, encore une fois, débouté en première instance, débouté en appel. Au moment où nous parlons, ce dossier est en instruction devant la Cour suprême. Maintenant qu'il y a la CRIEF, certainement, elle va pouvoir s'en charger et poursuivre. Lamine, moi, ce qui me dérange, sur la livraison d'armes, il faut dire que ce qui a été demandé à Mamadou Sylla, c'est de livrer des armes de chasse avec des cartouches. Regardez ce qui se passe. Et Guiba a effleuré ce domaine-là. Les armes déclarées à la douane, sur la base de toutes les pièces qui ont été fournies, les armes déclarées à la douane sont au nombre de 1613 fusils de chasse qui ont été déclarés à la douane. Les armes facturées à la présidence sont au nombre, tenez-vous bien, on était à 1600. Mais celles qui ont été facturées à la présidence sont au nombre de 14 149 armes de chasse, de fusils de chasse qui ont été facturés à la présidence de la République. D'accord avec moi, mais si ça ne tenait qu'à ça, ça dit 2000 et le pays là n'est pas bon. C'est pas possible. La ville, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ici? Franchement, c'est pas possible. Pardonnez mon rire, hein. De 2000, on se retrouve à 14 000. Oui. De 1000, on se retrouve à 14 000. Comme si ça suffisait pas. Ça, c'est la quantité. Sans parler des prix. Oui. Des prix d'achat. Voilà. Hein, c'est ce que tu dis. Voilà. Avec Mamadou Sylla, il y a toujours l'entrée, le plat et le dessert. Voilà. J'espère vraiment que ça vous énerve à la fin. Bon, après on va voir ce qu'il en est. Lamine, regarde ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Vas-y. Les transactions ont lieu entre 2000. Mais surtout pour les armes, c'est les années 2000. Les transactions sur les armes, les années 2000. Et il n'y a pas eu de pièces justificatives. Il n'y a pas eu de bon de commande. Il n'y a pas eu de bon de livraison autour des années 2000. On a juste amené comme ça. Donc des 1600 qu'on déclare à la douane, on va dire à la présidence, et moi c'est 14 000 que j'ai livré. Rien ne le soutient. Mais regardez ce qui va se faire. Tout ce que je vais vous lire, souffrez, je vais vous lire ça rapidement. Tout ce que je vais vous lire arrive en 2008. Ou quelques années avant la chute du professeur. Quand il était fatigué. Ce qui va se passer. Je nomme ici le colonel Almami Séni Sylla. Il a été donc directeur général du train et garage militaire de 1998 à 2009. Il dit qu'il déclare avoir reçu les besoins en matériel roulant, les besoins roulants des unités de l'intérieur de la capitale des contingents militaires basés au Libéria et en Sierra Leone, ainsi que les unités agricoles qu'il a transmis à la hiérarchie. À sa grande surprise donc, sur instruction de son autorité, tenez-vous bien, militaire, donc son autorité, il a été convié à une remise de matériel roulant au Palais des Nations, donc à la présidence de la République, en présence des chefs d'état-major et du commandant du 4e bureau. Il précise qu'il n'a aucune information sur les modalités liées au contrat d'attribution du marché et la facturation. Il aurait donc signé les bordereaux de réception sur instruction du président de la République lui-même et en présence de sa hiérarchie et de Mamadou Sylla. C'est-à-dire, tu gères une chose, mais tu ne sais pas comment c'est arrivé. Tu ne sais pas comment c'est arrivé. Mais ce qui est grave, c'est que
il n'y a aucune procédure sur le contrat de passation de marché éventuellement, où il aurait été, à plus forte raison, faire un bon de commande avant de venir voir un bon de livraison. Je continue avec le colonel Armand Favre. Il était commandant de la division armes et munitions depuis 2001. Armes et munitions. Là, on parle des 1000 et de 14 000. Là. Armes et munitions. Il déclare ne rien savoir des transactions commerciales et financières entre l'armée et le groupe Futurelec. Il affirme n'avoir jamais reçu une soumission du groupe Futurelec à son niveau pour fusils et cartouches, ni établi une commande à cet effet. Tu n'as pas commandé, on dit tiens forcé. C'est ce qui s'est passé. Courant septembre 2008, il aurait donc reçu une transmission de bordereau de réception d'armes de chasse et de cartouches de son chef d'état-major et du ministre de la Défense Almami Kabele Kamara, certainement vivant en tout cas, sur instruction du président de la République pour signature, sachant que le matériel n'a jamais été livré et il a refusé de signer. Il s'est vu interpellé par le président de la République qui finalement l'a obligé à signer le document. Je n'ai pas vu les armes. C'est quelle déclaration de qui? C'est le colonel Armand Favre. Ok. Et je rappelle qu'il était à l'époque le commandant de la division armes et munitions. Ok. Le monsieur te dit j'ai livré des armes et j'ai livré des cartouches. On te dit signe que tu as reçu. Il dit mais je ne les ai pas vus. Ouais. On dit signe quand même. Ouais. Il refuse de signer. On le convoque à la présidence de la République. Il signe là-bas. Extraordinaire. C'est lui-même qui déclare ça. Je continue rapidement. Hein. L'interchangement de documents. Le colonel Fassou Claude Kourouma. Oui. Il a été commandant du 4e bureau chargé de la logistique depuis 1998. Logistique, c'est les engins, tout ce que vous savez. 1998, interpellé sur les transactions commerciales du groupe Futurelec et du ministère de la Défense, il déclare que ses services n'ont jamais eu de relations commerciales de quelque nature que ce soit avec le groupe Futurelec. Je veux continuer. S'agissant donc des bordereaux de livraison, parce que dans la chaîne de la dépense publique, ça c'est important. Quand tu livres, il faut un bordereau de livraison, ça va attester que le travail a vraiment été fait. Au-delà du bordereau de livraison, on va accuser réception des équipements qui ont été livrés. Tout ça n'existe pas et il dit, et je termine avec ça, s'agissant des bordereaux de livraison des fusils de chasse et des cartouches et des véhicules, il affirme avoir reçu des instructions de son autorité en 2008. Tenez-vous bien, les dépenses se font en 2000. C'est en 2008, donc il reçoit des instructions de ton autorité pour signature des 10 documents. Ouais. Bien qu'ils ne soient pas établis par ses services, il précise que ces livraisons ont été faites à la présidence pendant les incursions rebelles, et ça c'était les années 2000 et les années 2001. Quand vous êtes face à une telle situation, vous faites le constat au moins de 2 ou de 3 choses. Premièrement, comment peut-on parler de budget, de dépenses sur la chaîne de l'État, donc la chaîne publique, la chaîne de dépenses publiques, donc aux frais de l'État, de plusieurs millions de dollars, de plusieurs millions d'euros, sans qu'il n'y ait un appel d'offres, sans même qu'il n'y ait une consultation, parce qu'on va se dire que c'était une situation de crise, mais bon sang de Dieu, faites une entente directe, il y a de la consultation restreinte autour. Bien. Ça n'a pas été fait. Les livraisons, on ne peut pas dire, les douanes fournissent des documents pour dire on a reçu que 1600 armes et faire payer à la présidence de la République. Et l'argument que le groupe Futurelec a donné, c'est quoi? Dit non, c'était urgent, donc on a directement livré ça à chose à... On peut faire ça? Bien. On peut faire ça? Et puis finalement, ce que je dis, moi j'ai rien contre Mamadou Sylla, c'est un papa que je respecte, mais il faut que l'État se fasse respecter. Il faut que l'État se fasse respecter. Continuer à dire l'État me doit, d'accord, c'est bien qu'il y ait des Guinéens riches auxquels l'État doit, c'est une réalité. Mais pas de cette façon. Pas de cette façon. Et je rappelle que nous avons entendu toutes les parties qui ont travaillé sur cet audit. Les auditeurs, on les a entendus. Au-delà des auditeurs, on a entendu les avocats. Même des témoins, j'en ai eu quelques-uns hier qui ont voulu témoigner sur ce dossier-là. Bien. Vu que le dossier est devant la CRIEF, nous, on se contente de présenter les informations que nous avons en espérant que la justice puisse faire son travail. Encore une fois, il a été débouté 2 fois, le dossier est devant la Cour suprême, c'est à la justice de nous dire si Mamadou Sylla, sur la base de tout ce qu'on vient de présenter, ce que la justice pourra découvrir, si c'est l'État qui lui doit, alors l'État paiera, mais si c'est lui qui doit à l'État, il va payer. Allez, on se dit à lundi, bon week-end, au revoir.